Donc on va terminer la dernière table ronde, qui est donc le sujet qui nous préoccupe et qui transpire depuis ce matin, qui monte, qui est la question de savoir si il y a une addiction au sucre et quel pourrait être son rapport avec la NASH et est-ce que ça pourrait permettre de regarder les maladies métaboliques du foie autrement. Je remercie du coup nos trois experts qui sont là. Marc Cacquois qui est donc qui est patient expert addiction et qui pourra nous parler de son parcours, mais aussi du lien et de ces transferts d'addiction qui sont possibles. On avait sollicité, grâce à Véronique, M. Sazra, qui est psychiatre à Esquirol et qui est un local de l'étape aussi et très investi dans la question des addictions alimentaires, et le professeur Pierre Jésus, qui est nutritionniste à Limoges aussi. Enfin voilà, moi je suis très fier de finir de les accueillir sur cette thématique-là. À SOS Hépatite, Thomas le rappelait ce matin, on a souvent jeté les pavés dans la mare 5 ans ou 10 ans avant les autres en disant nous les malades, on pense que là il faut aller regarder, il se passe quelque chose là, et puis de voir après que les hépatologues, que les médecins se sont saisis des questions qu'on se posait, on est toujours content d'avoir lancé les idées avant. Et bon, on en est là aujourd'hui avec la question du sucre et des maladies hépatiques. Alors, si j'ai bien compris, dans l'ordre, on commence par la question des addictions. C'est ça ? Alors, on était parti sur la question, par rapport à celui qui avait des diapos. D'accord. Alors, hein ? C'est Marc ? Ah bah alors c'est Marc, alors voilà. Super. Merci beaucoup encore d'être venu et de nous rejoindre. Merci surtout pour votre accueil. C'est une première pour moi. Je suis en cours de certification patient expert, donc France Patient Expert Addiction, que je représente. Je vais vous parler... Parfait, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Merci pour le coup de main. Vous pouvez. Donc je me présente. Donc Marc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, ce qui s'est passé pour moi. Je vais vous parler un petit peu on va redémarrer à 20 ans. À l'âge de 20 ans, j'en ai 44. Donc, alors comment... Donc on va repartir sur de 20 ans à 30 ans, de 30 ans à 40 ans. L'année 2022 qui représente beaucoup pour moi, l'abstinence après en suivant. Donc c'était un problème d'alcool, de mésusage de l'alcool, d'alcoolisme on va dire. Mon parcours de certification, la paire aidance, donc en addicto, enfin pour le mésusage des substances. Un point sur le sucre parce que j'y suis confronté, j'ai pris quelques kilos entre-temps. Les remerciements et les questions. Enfin, je passerai après la main à mes confrères. Viens parler d'un micro, s'il vous plaît, pour les gens. Pardon. Donc, à l'âge de 20 ans, j'ai une vie tout à fait normale, vie professionnelle normale, quelques essais de drogue, petites soirées électro, aucun problème. Pour moi, aucun problème. Au fur et à mesure, vous allez voir apparaître donc, des écrans, vous allez avoir... La santé, avec bien sûr un cadran de ce qui va se passer, les consommations et, petite citation, la santé, donc santé normale, très peu contrôlée, quelques brûlures d'estomac, des blackouts, vous voyez apparaître quelques éléments médicaux qui vont après, bien sûr, malheureusement, partir en cacahuète. Consommation, on est sur une consommation journalière, du vin à table, ce qu'on appelle le vin à table... normal, familial, etc. Grosse consommation festive. J'arrive du sud-ouest, les Landes, connues pour les férias et autres joyeusetés. Mon personnage, le petit Marco, simple, émotif, mais qui a le malheur, enfin qui a tendance un petit peu à ces mauvaises nouvelles à les noyer un petit peu dans l'alcool, déjà au démarrage. Donc c'est entre 20 ans et 30 ans. On continue avec Monsieur Foix. Donc vie normale. Commence un petit peu à procrastiner, vie professionnelle et sentimentale, ça se passe pas trop mal. Déni le plus total, un véritable mec alcoolique dans toute sa splendeur, ça n'a aucun problème avec l'alcool. Malheureusement, santé, on commence à voir un petit peu le cadran qui commence à déconner. Santé normale, très peu contrôlée. Bien sûr, on ne va pas aller se faire contrôler par un médecin et que le médecin, gentiment, nous explique qu'on déconne.
Brûlure d'estomac qui continue, blackout, bon, ben, ne plus se rappeler des soirées, sommeil catastrophique. Les gamma GT ont été mesurés, donc j'avais 33 ans. Était déjà haut, mais c'est resté à ça. Vitamine K, le reste, ça on laisse tomber. Consommation, là on est en journalière, toujours, donc ce qu'on appelle l'alcoolisme chronique et non pas mondain. Très peu de mondain, je faisais très bien ça tout seul. Grosse consommation festive un petit peu, alcool fort, début de consommation en cachette. Donc là j'ai entre 30 ans et 41 ans. Toujours pareil, hein, quelqu'un de très gentil, sympa, bosseur, j'ai toujours bossé, ça s'est jamais vu, je me suis toujours débrouillé à ce que ça ne se voit pas. Et je consommais de l'alcool quand j'allais pas bien, mais comme mes superbes héros dans mes films, comme entre autres Bruce Willis, pour pas le citer, bah, une bonne petite bouteille de whisky quand j'étais triste. 2022, 42 ans, Monsieur Foix commence à faire la gueule. Janvier 2022, hospitalisation en urgence, vomissement de sang, selle noire, varices œsophagienne, temps estimé 5 ans. Après, c'est drôle, vous inquiétez pas. Il y aura des petites blagues, après, vous inquiétez pas. Donc, il y a une cirrhose, vomissement de sang. Ça part directement aux urgences, transfusion dans le camion. Il faut savoir maintenant, je suis bénévole pour l'EFS, en fait, parce que j'ai eu besoin de poche. Voilà, je vous le dis juste comme ça. Moi, ça m'a sauvé la vie, malheureusement, parce que là, l'hémoglobine s'était bien cassé la gueule. Ça s'est terminé avec des sutures, des varices œsophagiennes. Je me suis pété l'œsophage. Gamma GT ont explosé. La vitamine K qui s'est cassé la gueule. Taux de photothrombine, TP. Alors, j'y connais rien, mais c'est juste que c'est des trucs qui s'amusent après à regarder dans les autres analyses. Hein. C'était du 43, grosso modo. J'étais quand même dans un sale état. Ça, c'était en janvier. J'ai tenu 1 mois abstinence parce que forcément, 5 ans, on réfléchit un petit peu. Et on recommence. Parce qu'on ne sait jamais, il y a eu malheureusement quelques petits accros de soins et d'autres joyeusetés. Je me suis recassé la gueule. Rebelote, juin 2022, on recommence. Pareil, hein, SAMU, re-hospitalisation, j'ai repété les varices. Donc le gastro-entérologue, bien sûr, m'a accueilli avec les bras ouverts, m'a vraiment adoré de suite. M'a gentiment fait comprendre que j'avais toujours 5 et qu'à ce rythme-là, grosso modo, ça allait vraiment très, très, très mal finir. Vomissement, etc. Et ça. La honte, l'effondrement, je suis une merde. Je vous cache pas, à 42 ans, le constat, il est très simple, c'est que on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Je me suis jamais retenu de quoi que ce soit gras et autres joyeusetés, ni sucre. Alors pas plus que ça, le sucre, parce que le soda, en fait, je m'en servais pas pour boire, parce qu'en fait, c'était essentiellement de la bière et du vin. Consommation 2,5 litres, donc à 42 ans, 2,5 litres de vin, une douzaine de bières, oui. Une douzaine de bières. Mon épicerie, en fait, j'étais son meilleur client. C'est important, vous verrez plus loin. Pourquoi ça va être rigolo plus tard. Mais j'étais son meilleur client. Les Vival, en fait, gagnent beaucoup d'argent, en fait, avec les alcooliques, pour info. Consommation ingérable du matin au soir. Donc voilà, 42 ans, ce qui s'est passé. 26 juin 2022, il y a une erreur d'ailleurs, 26 juin 2022, pardon. Arrêt des consommations d'alcool, sevrage alcoolique. Là, cette fois-ci, je réaccepte le suivi en addicto, donc à l'hôpital. Suivi à l'hôpital. Et j'ai la chance, et je le salue, j'ai eu la chance d'être suivi de suite par un père aidant. Père aidant, ancien alcoolique aussi, David, qui est maintenant président de France Patient Expert Addiction, donc que je représente aujourd'hui. Et donc lui, il m'a pris en charge 1 mois en même temps, le mois qui a suivi. Et là, j'y arrive. Ça démarre. Démarrage de l'abstinence, je réapprends tout. J'ai tout redémarré. J'ai tout repris, le social, le familial, etc. Ça, coup de bol, ma femme s'est pas barrée, j'ai oublié de faire. Ma compagne, je vais la remercier à la fin, elle me soutient. Juste chance là, je vous le dis clairement, juste chance là. Consommation, c'est terminé. Comme de par hasard, je me suis dit, tiens, on va s'amuser, parce qu'il fallait quand même que je picole quelque chose quand même, donc je me suis fait quand même une petite potomanie. Donc c'est boire de la flotte en permanence, monter à 3 litres, 4 litres. Et les sucres, il fallait quand même que je bouffe un petit peu quelques petites cochonneries, quoi. On n'arrête pas la bestiole comme ça. Donc, on obtient quoi? Une cirrhose compensée, les gamma GT se calment, hein, forcément, il n'y a plus rien qui est... ça s'est calmé surtout au niveau de l'alcool. Vitamine K revient correctement, la de prothrombine, TP, commence à remonter. Le défi du gastro, ça a été de dire, si ça se passe pas trop mal, normalement, c'est censé
peut-être, il y aura peut-être quelque chose qui va bien se passer. Mais bon, de toute manière, c'était déjà bien condamné. Et bien bordélique. Les CDT se cassent la gueule. Pourquoi c'est marqué pour information? Je m'amuse tous les 6 mois à refaire faire des contrôles de CDT pour prouver tout simplement qu'en fait, je ne bois plus aucune goutte d'alcool. Ça me sert en fait de prouver et non pas de passer pour un alcoolique régulièrement au niveau des personnes que je rencontre. Contrôle semestriel dont on entendait parler, donc fibroscan, pardon, pas fibroscan, excusez-moi. J'ai une échographie, donc je serre les fesses tous les 6 mois. Ça se passe très bien. Et j'obtiens la fierté d'avoir réussi de reprendre ma vie, inquiet des risques de rechute. J'avais un risque énorme qui malheureusement, enfin j'ai été préparé pour ça, donc j'ai eu mon suivi en fait avec mon parrain qui entre-temps est devenu patient expert en fait, exactement ce que je suis en train de devenir. J'ai repris confiance en moi, c'est important parce que c'était quand même l'origine de toute cette alcoolisation. Par contre, aucune méfiance des autres addictions. Il faut savoir qu'en fait j'ai arrêté l'alcool, mais la clope on m'a dit de surtout pas le faire parce que j'aurais pu devenir fou. Bon, j'aurais préféré arrêter les deux en même temps, quitte à régler tous les problèmes. Je ne me suis pas méfié du sucre, pour être honnête avec vous. J'ai eu très peur, comme j'ai recontrebalancé pas mal de choses sur mon corps. J'ai pas eu de suivi nutritionniste. Je me suis dit, bon, je ne vais pas me recasser la gueule. Les hospitalisations, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai failli traverser une baie vitrée avant de finir aux urgences. Donc là, je me suis dit, bon, ok, comment marche ton corps? Donc j'ai bouffé. Bon, j'ai commencé à reprendre du poids. 2023, nouvelle vie, nouvelle organisation. Suivi en addicto, je leur dois beaucoup, vous verrez, je les remercie à la fin. Suivi d'un père aidant, donc toujours mon parrain. Combattre les démons, redéfinir les interactions sociales, ça a été le plus bordélique de ma vie. C'est les amis, hein, c'est celui qui a toujours la bonne idée de dire « Ah ben non, tu vas quand même boire un coup ». Boire un coup, pour moi, c'est une catastrophe. C'est même une horreur, pour résumer. Ça a le côté social, je vous le dis clairement, je m'en fous complètement. J'aime tout le monde, j'apprécie tout le monde, mais un verre, ça sera vraiment celui de trop. C'est vraiment celui de trop. Ça, une goutte, c'est une catastrophe. On ne peut pas, dans mon cas, la consommation raisonnée, qui est des fois qui sont des protocoles, n'est pas du tout, c'est impossible pour moi. Combattre mes douleurs et mes peines, puisqu'en fait tout ça, il fallait quand même essayer d'aller comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi c'était tout mignon là, le pépère, et puis qui picolait comme ça. Cirrhose compensée, gamma GT finissent par tomber. Ils n'ont jamais réussi à tomber là où je voulais qu'ils tombent, mais bon, ils ont redescendu. Vitamine K, restez tranquille. Les TP continuent de remonter. Fierté, quand même, parce que bon, j'avais quand même fait des beaux résultats. J'étais un petit peu content. Que monsieur redémarre, etc. Donc là, j'ai appris que lui, il commençait un petit peu à resynthétiser des choses que je lui donnais à manger. Donc des choses qui arrivaient correctement dans mon organisme, au lieu que ce soit méchamment traité comme c'était à l'époque au moment de la consommation. Toujours contrôle semestriel, augmentation du poids, je me suis pris 10 kilos par contre. Je n'aurai pas envie, je redécouvre tout. 2024, là, ça a été, donc cette année, début d'année, ça a été de se dire, ok, on a stabilisé, on m'a tendu la main, j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait, j'ai eu le suivi, médecin généraliste, tout ça. Je me suis dit, ok, tu critiques, maintenant tu vas changer de point de vue, tu deviens acteur. Ça, ok, il n'y a pas ce qu'il faut, on n'a pas de rendez-vous, on a des rendez-vous à 6 mois. Il faut savoir qu'en fait, si j'avais dû être aidé que par un XAPA, j'avais rendez-vous que 6 mois après. J'avais largement le temps de me reprendre le stock à l'épicerie qui m'attendait avec ça, qui m'attendait impatiemment. En 6 mois, ça aurait été une catastrophe, j'aurais jamais refréné. C'était fini, ça repartait en cacahuète et tout ça. Donc, tout ça, ça a été de se dire, ok, mon parrain, lui, il commençait vraiment à œuvrer dans ce domaine-là. Je lui ai dit, écoute, on y va, on fonce, je vais arrêter de râler, je deviens acteur. Donc là, pareil, la plateforme Cap Addiction, France Patient Expert, la certification. Je continue mon suivi, je continuerai toujours mon suivi. Abstinence, ce que l'on appelle une abstinence heureuse. Donc je vais faire mes 2 ans et demi à Noël, en fait, voilà, pour tout vous expliquer. Pari réussi. Le TP remonte, je pense qu'il va se stabiliser. Bon, par contre, je suis un peu grassouillé du coup avec l'histoire. Et du coup, le sucre, j'arrive quand même à faire des petits délires de la boîte. La boîte, alors moi, c'est pas les cacahuètes. Mais la boîte, là, j'aime pas du tout la shrinkflation, là, le truc où on vend quelque chose mais qui est beaucoup plus petit dedans. Parce qu'en fait, au final, on engloutit beaucoup de boîtes, au final. Donc, on retrouve encore cette espèce de culpabilité que j'avais déjà avec l'alcool. Donc là, ce que je vous disais, devenir acteur, en fait,
de ce système-là. Je commence ma certification donc à France Patient Expert. C'est un hommage à Michel Reynaud qui a fondé en fait, qui a créé en fait FPEA sur des fonds en fait d'Addict Aid qui regroupent les acteurs individuels et associatifs issus des associations d'usagers, d'autosupport et d'entraide. Le but est de promouvoir la place singulière des patients experts addiction dans le parcours de soins et d'accompagnement des troubles de l'usage. Petite anecdote sur le sucre. Quand j'ai commencé mon sevrage, j'ai raconté à tout le monde, en fait, parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis rentré dans mon épicerie et j'ai dit à mon épicière d'arrêter de me vendre de l'alcool. Je lui interdisais de me vendre de l'alcool. Et je l'ai raconté à une copine. Et elle me dit en déconnant, mais il faudrait que je m'arrête à ma boulangerie, à ma pâtisserie, parce qu'en fait, c'est pareil. Il va falloir que je dise en fait, d'arrêter de me vendre ces merdes. Je dis, mais pourquoi tu me sors ça? Je dis, moi, c'est des packs de bière dont je te parle quand même, des packs de 24. Elle me dit, non, mais moi, je prends un gâteau, je rentre chez moi, je mange, je continue de le manger, je le flingue, et à la fin, je me sens mal. Voire limite, je suis un peu triste, etc. Et je culpabilise. Elle venait juste en fait de résumer exactement ce que je vivais quand je faisais mes conneries, mes packs de bière. Donc le sucre, on en parle tous, enfin, je vous en entends parler et tout ça. Je me retrouve en fait à moi expliquer en fait, mon parcours qui était d'avouer en fait cette maladie-là. Et je me retrouve avec des gens, ça a été 2 femmes qui m'ont expliqué ça. On parlait d'histoires de hommes, femmes tout à l'heure. De femmes qui me disent, mais Marc, en fait, cette sensation de culpabilité, on l'a quand on grignote, quoi. On grignote et on grignote à terminer les choses. Comme un alcoolique boirait totalement sa bouteille finirait son pack. Donc voilà ma conclusion, on nous a bien vendu du rêve, puisqu'en fait, tout ça, l'alcool, bien sûr, vous connaissez le système du lobbying. Hein. Nous, le Dry January, malheureusement, c'est des pieds et des mains, et c'est un peu compliqué. Étant natif de Bordeaux, je vous laisse imaginer un petit peu quand même aussi le lobbying du vin bordelais, hein, passons. Et puis les Landes, c'est encore mieux que ça, et on est spécialiste de la bonne bouffe et autres joyeusetés. Le rugby, etc. et tout ça. Voilà. Je remercie, un grand merci à Hélène de la Caisse qui me voit en vidéo, qui m'a demandé si j'étais présent. Donc tu me vois, Hélène, je te salue. Donc, vous connaissez, je remercie beaucoup SOS Hépatite, je suis vraiment content de vous rencontrer. On a un peu les mêmes combats, enfin, vous êtes bravo, chapeau bas. J'ai le même truc un petit peu dans l'addiction, hein, nous on joue sur d'autres, mais on se rejoint. Et Alain Desjours, qui en fait m'a détecté et m'a dit, il faut que tu ailles voir SOS Hépatite, en fait, il faut que tu ailles discuter un petit peu avec eux. Donc voilà, donc je les salue, je les remercie, des gens qui sont, pareil, qui ont beaucoup de titres, beaucoup d'occupations, et qui sont extraordinaires. Je remercie mon foie, mais qui me déteste, hein, mais je l'aime, ma compagne Laurence, David Auvignon, donc mon président, qui aussi devient mon coordinateur. On va bosser ensemble sur la plateforme dans les Landes. Il monte en fait une plateforme de pair aidance en santé, de pair aidance, mais aussi en psy. À Olivier, mon meilleur ami, l'équipe FPEA, donc France Patient Expert Addiction, le docteur Mézeret et Claire Cato. Alors Claire Cato, pourquoi vous aviez la chambre 16? C'est qu'en fait le dispositif ELSA est venu toquer dans ma chambre en gastro. J'étais hospitalisé avec mes sutures là au début du... Et en fait, Claire Cato, en fait, dans le dispositif ELSA, a poussé la porte en disant « on peut t'accepter, tu viens nous voir ». Elle l'a fait 2 fois, je lui dois beaucoup parce qu'en fait, elle est rentrée dans le service addicto, elle a pris le risque de se faire envoyer péter par le service addicto. Et c'est grâce à ces 2 personnes-là, entre autres aussi, que je m'en suis sorti. Mon gastro-entérologue réparateur, parce qu'il m'a suturé, docteur Tifac, je salue. Mes 2 psys, il y en a un qui est parti, il travaille juste en prison. Il n'est pas en prison, mais il travaille en prison. Et à tous ceux qui ont supporté mon alcool et moi. Je ne remercierai pas le monsieur qui m'a fait passer mon fibroscan, qui a eu le malheur de me dire gentiment, c'est une cirrhose, voilà, c'est tout. Et sa secrétaire, mort d'en annoncer toute la journée. Oui, c'est vrai. Ma première psy qui, à ma 2e, j'ai fait une rechute, je me suis relancé en sevrage et qui m'a dit, mais de toute manière, vous allez vous casser la gueule. Là, je vais le dire devant vous, non, voilà, je suis toujours abstinent et je vais fêter mes prochaines années. Bien sûr, je ne remercierai pas ceux qui n'y ont pas cru et je ne remercierai pas les lobbies de l'alcool. Je vous remercie à tous. C'était une première pour moi. Alors, comment on fait défiler ça ? Donc une première qui génère du stress et que tu peux passer sans alcool. Voilà.
Et en tirer du plaisir. On passe au docteur Sazra. Oui, merci. Merci Merci beaucoup bien d'être de m'avoir là. invité d'abord. Très intéressant. Et on aborde un sujet très complexe. Parce qu'en fait, quand on reçoit des patients qui souffrent d'une addiction, parce qu'on va parler d'addiction aujourd'hui, ben certains se passent de leur addiction, d'autres vont transférer vers d'autres addictions. Et ça, ce n'est pas nouveau. On le sait, dans les années 2000, il y avait eu la SFA, la Société française d'alcoolologie, avait organisé des journées sur des consensus. Et un des problèmes qui ressortait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les pluriaddictions. Or, aujourd'hui, c'est la norme. Beaucoup de gens ont pas mal d'addictions qui se ressemblent. Et ils avaient émis aussi le problème des compulsions sucrées qui arrivaient chez les gens qui arrêtaient l'alcool. Alors, on a des gens qui, effectivement, ça ne va pas être trop compliqué. On se rend compte que l'arrêt d'un comportement addictif, ça se passe bien. Et puis d'autres, ils transfèrent. Et on n'en a pas toujours conscience. Parce que je vais vous aborder aujourd'hui alcool vers nourriture, mais il y a d'autres addictions et elles nous passent sous le nez, on ne les voit pas. Parce qu'il n'y a pas de prise de poids, il n'y a aucun signe somatique. Et je vais parler tout à l'heure, je vais élargir le débat aux addictions comportementales sans substance. Et aujourd'hui, elles sont en train d'exploser. Et nos patients qui consommaient de l'alcool, parfois, se tournent vers les jeux, se tournent vers les addictions sexuelles, se tournent vers plein d'addictions. Alors ça a été soulevé tout à l'heure. Et quand vous regardez les infos, les actualités, on voit bien que des gens qui ont défrayé la chronique aujourd'hui souffrent de plusieurs addictions. Et quand ils en arrêtent une, ils tournent vers l'autre très souvent. Alors le processus, c'est que des personnes, au lieu de surmonter leur tendance addictive, adoptent un autre comportement addictif. Alors là, il va falloir peut-être se souvenir du circuit de récompense, parce qu'il va intervenir là. Le circuit de récompense, c'est celui qui va sécréter de la dopamine, qui va donner une sensation de plaisir ou enlever une souffrance. Et je tiens à enlever une souffrance, parce que c'est souvent plutôt un soulagement qu'une vraie récompense, quelque part, qui se joue. Donc ce circuit de récompense, il est dans le cerveau. Et par contre, on va voir chez des gens en guérison une dépendance qui remplace une autre, du coup. Parce que le circuit de récompense, il va s'exciter sur d'autres comportements. Et il va y avoir de la dopamine qui va surgir. Et pourquoi de la dopamine ? C'est des patients qui ont souvent un malaise psychologique sous-jacent, des émotions intolérables, et ils vont essayer de les calmer comme ça. Donc il va falloir aller en amont et rechercher c'est quoi ces émotions et comment on les prend en charge. Et ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Donc ça va être un travail du long terme. Je pense que c'est très important. Il faut se situer. Alors je vais rappeler la chirurgie bariatrique, on en parle souvent avec Pierre, puisque avec la chirurgie bariatrique, on voit apparaître des addictions ou le renforcement d'addictions. C'est-à-dire que des gens qui, effectivement, avaient, semble-t-il, un apport vers la nourriture pour calmer des émotions ou un mal-être, ou se remplir, ou combattre le vide, quand on leur arrête cela par une chirurgie bariatrique, on a souvent une période de rémission, puis le cerveau, il n'est pas content. Et il va chercher d'autres sources. Quitte à revenir vers la nourriture, ça a été évoqué tout à l'heure, et forcer un peu. Donc on voit bien que lui, il s'active. Il s'active parce qu'il n'a plus la réponse qu'il avait. Alors le processus, c'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques sous-jacents. Anxiété, dépression, mal-être, et les séquelles de trauma psychique. Parce que ça, on n'en a pas trop parlé. Le parcours traumatique. Quand vous allez dans des gens qui sont suivis en addicto, on se rend compte que le trauma, on va le retrouver fréquemment. Et dans les troubles des conduites alimentaires, il fait souvent partie du parcours. Donc si on laisse le trauma de côté, si on ne le prend pas en charge, il est évident qu'il a créé un mal-être, que ce mal-être va ressurgir et il va chercher une réponse. Donc cette réponse, c'est les conduites addictives.
Alors, quelle forme ça prend ? L'alimentation, on vient d'en parler beaucoup, les pulsions sucrées, avec la nourriture qui devient à la fois du réconfort, mais surtout un soulagement. Parce qu'on fait des choses parce qu'on est récompensé, ou au contraire, parce que ça nous enlève du mal-être. Il y a ces deux. Et réfléchissez, c'est beaucoup plus souvent quand on nous soulage d'un mal-être que l'on agit par une fuite des émotions, un évitement émotionnel. On est d'accord. Parfois, on va retrouver aussi un vrai trouble des conduites alimentaires, ce qu'on appelle un TCA, avec boulimie, hyperphagie. Ça, c'est encore autre chose. Il y a une notion de craving. On est dans le champ des addictions. Là, ça devient quelque chose important. Or, 1 million de personnes souffrent d'un TCA en France aujourd'hui. Anorexie, boulimie. Je ne parle pas simplement de la prise de poids. Mais aussi, et là j'insiste, les achats compulsifs. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes financiers parce qu'ils se soulagent à travers des achats compulsifs. Et ils se soulagent à mal-être. C'est leur banquier qui ne va pas être content. C'est l'épouse qui ne va pas être contente. Ça va avoir des conséquences extrêmement graves. Et les jeux, on découvre de plus en plus d'addictions aux jeux, c'est reconnu. Et les jeux, c'est quelque chose qui est très violent, parce que vous avez ce pic d'adrénaline, cette imprévisibilité. On joue avec le jeu, quelque part, si j'ose dire. Et ça va imiter l'euphorie des substances et entraîner à long terme des dettes et des conflits. Et l'exercice, parce qu'avec modération, c'est très bien, mais quand il devient excessif, c'est une vraie maladie. Alors, on l'a dans les TCA avec l'anorexie qui a une hyperactivité, mais nous avons aussi des gens sans TCA réel et qui ont une dépendance à l'exercice physique. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai vu des témoignages où il y avait peut-être des personnes qui ont souffert de ça au niveau d'un exercice pathologique qui va être caractérisé par un syndrome de manque. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, je suis anxieux comme si je n'avais pas ma drogue. Et le piège, c'est qu'au départ, tout le monde dit « mais c'est vachement bien, il picole plus ou il prend plus ça, il fait du sport ». Mais justement, c'est là où est le risque, c'est là où on se fait piéger. Donc attention, beaucoup de ces choses-là sont au départ encouragées par les soignants. Puis ça peut devenir pathologique, sans qu'on s'en rende compte. Et les dépendances aux écrans qui sont en train d'exploser aussi. Et derrière l'écran, qu'est-ce qu'on trouve ? Les jeux vidéo, parfois, et autre chose. Et on n'en a pas parlé. Nos braves prescripteurs qui donnent des benzos pour calmer l'anxiété. Et vous avez des dépendances aux benzos qui vont en plus attaquer le foie et attaquer le cerveau. Donc vous avez plein de choses. Et dépendance au sexe, à la pornographie. Bon, actuellement, la mode, c'est le chepsex aujourd'hui. Mélange de produits, d'alcool, sur des conduites. Et on a vu des accidents assez médiatisés aujourd'hui, ou dans ces conditions, où on voit des gens utiliser plusieurs produits, plusieurs comportements addictifs. Donc on voit que c'est un ensemble. Vous avez un mal-être parfois, vous le soulagez avec des conduites addictives, on en interrompt une, le circuit de récompense qui essayait de combattre, de soulager le mal-être, lui, il va s'activer et on va le réactiver, soit par des rechutes de la substance qu'on utilisait, soit par d'autres comportements. Donc je l'ai dit, ces comportements peuvent être anodins, voire sains, en disant c'est super, il fait du sport, il est devant ses écrans, et on va l'utiliser même nous dans les stratégies alternatives, c'est-à-dire quand tu as du craving, que tu as envie de consommer, va voir l'ordinateur, va faire du sport, et ainsi de suite. Et on passe de l'un à l'autre jusqu'à ce que le sujet trouve une excitation du circuit de récompense et devient accro à l'autre produit. Donc nous avons pas mal de problèmes de santé qui en découlent, avec des conséquences diverses. Alors les facteurs de risque, qu'est-ce qu'il faut les gens qui ont eu des dépressions antérieures, les gens qui ont eu des troubles anxieux, les pathologies psychiatriques, il va falloir les stabiliser. Vous avez des gens qui ont un problème d'alcool, un problème de drogue et un trouble bipolaire associé. Donc il va falloir stabiliser les deux, parce que l'un interfère avec l'autre, et l'autre interfère avec l'un. Et je l'ai dit, les antécédents de trauma psychique. Et le trouble déficitaire de l'attention de l'adulte, qui a été très longtemps négligé.
aujourd'hui, toutes les études qui remontent montrent que dans les XAPA, nous avons, si on les recherche, par des tests comme DIVA, puis après la neuropsychologue qui va le chercher, 20 à 30% de gens qui ont un TDAH. C'est énorme, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'est 20%. Et quelque part, ils soignent le mal-être que le TDAH fait avec l'impulsivité du TDAH pour calmer la difficulté face au craving par des conduites addictives ou des troubles des conduites alimentaires. Donc ça, c'est très sous-estimé. On a fait une étude à Limoges, dans les TCA, Pierre est au courant, on est autour de 30% dans les troubles des conduites alimentaires. Et il vient de sortir un ouvrage récemment, TDAH dans les conduites addictives, et on est vers 20%. Et comme je suis élu à Addiction France, les XAPA, quand ils enquêtent, aujourd'hui, tournent à 20%. Donc ce n'est pas du tout anodin. Bon, les gens qui ont un évitement émotionnel, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas leurs émotions, ils les mangent, dit-on, ou ils les évitent avec justement des conduites addictives. Tout ce qui est antécédent de conduite alimentaire, les antécédents familiaux, il y a une génétique, il y a un apprentissage aussi qui est fait, et dans les conduites addictives, il y a les antécédents familiaux. Que proposer? Là, ça va être compliqué. Et je le disais tout à l'heure avec Véronique, avec qui j'ai longtemps travaillé, Véronique Couston, que les gens qui ont un problème d'alcool, une dépendance modérée, parfois ils arrêtent sans voir de professionnels. Et nous, les professionnels, on voit des gens qui rechutent, qui n'y arrivent pas, parce que c'est les plus compliqués. C'est ceux qui, quand ils l'arrêtent, sont mal, sont très mal. Donc c'est vraiment la partie de l'iceberg la plus difficile. Hein. Donc, un suivi à long terme, on est sur du long terme, avec de l'individuel et des groupes. Ou l'un, ou l'autre, ou les deux. Ça dépend du patient. C'est patient dépendant. Je crois qu'on ne peut pas faire un protocole qui soit le même pour tout le monde. Des groupes d'entraide. Vous avez parlé patients experts, médiateurs santé pairs, tout ça. Mais les groupes d'entraide existaient avant. C'était Alcooliques Anonymes, Vie Libre, etc. Avec d'excellents résultats. Les travaux américains disaient c'est mieux que les soignants. Ils ont de meilleurs résultats sur du long terme. Parce qu'il y a ce soutien, il y a ce défi, si l'autre l'a fait, je vais le faire, etc. L'inverse de ce qui a été dit tout à l'heure, en disant si je bois, je te ferai chuter. Là, c'est l'inverse. On recherche l'abstinence. Hein. Prudence dans les baisses de substitution aussi. Parfois, on va trop vite. Donc, on va réactiver, si vous voulez, un mal-être. Il faut être très, très prudent dans le maniement de la méthadone, du subu et même des patchs nicotiniques. Tout ça, il faut y aller en douceur. Il faut arrêter, si c'est possible, si la motivation est présente, si la personne n'est pas déprimée, le tabac quand il y a tabac et alcool. Parce qu'en fait, on va encourager l'un vers l'autre. Et on va favoriser la rechute de l'un parce que les deux étaient liés. Quand je buvais et que je fumais, si j'arrête l'alcool et que je reprends du tabac, j'ai un craving alcoolique qui revient plus facilement. Donc arrêter les deux, ça va m'obliger aussi à m'exposer à ce double sevrage et donc de ressentir ce que je calmais avec l'un ou avec l'autre, que je ne vais pas pouvoir éviter. Alors, peut-être que je peux développer une troisième addiction, mais bon, peut-être arrêter déjà les deux. Les benzos, j'en ai parlé. Les pathologies psychiatriques, bien entendu qu'il faut repérer. Donc, que proposer toujours? Les psychothérapies individuelles, elles peuvent être d'inspiration analytique. Parfois, revenir sur du motivationnel, parce qu'une nouvelle addiction est venue, il faut recréer de la motivation. Parce que s'il a arrêté l'alcool et qu'il fait du sport, qu'il n'est pas motivé pour réduire son sport, il va falloir remotiver par rapport à ça. Les thérapies cognitivo-comportementales, on sait quand même que chez beaucoup de gens, ça marche. On va travailler sur les schémas, sur les pensées, sur ces schémas impératifs et faux qui nous entraînent à vouloir être parfait, à vouloir bien faire, à être aimé par tout le monde. Enfin bon, on en connaît des millions. Hein. Les compétences dans la gestion du stress, relaxation et autres. Le traitement des traumas, aujourd'hui, on a quand même pas mal progressé. Hein. EMDR, TCC, Brain Spotting, et puis il y en a d'autres. Hein. La pleine conscience, alors moi j'adore, parce que quand on travaille sur la méditation médicalisée, pleine conscience, on va
accepter petit à petit les émotions. Et on a un programme de prévention de rechute de l'alcool qui est merveilleux, qui a été fait par Alan Marlatt, qui est basé sur la pleine conscience. Comment, quand mon craving arrive, je l'accepte petit à petit, cette sensation désagréable, sans aller le calmer. Et je fais un travail petit à petit sur moi à travers ça. Et je vois aussi mes pensées. La thérapie dialectique, c'est une thérapie pour les gens vulnérables sur le plan émotionnel, qui a été mise en place par Marsha Linehan aux États-Unis, qui elle-même souffrait de cette pathologie et qui a trouvé, si vous voulez, que 4 aires de travail étaient importants: la gestion des émotions, la tolérance de la détresse, c'est-à-dire quand je suis en détresse, comment j'apprends à le tolérer sans avoir des recours à des mutilations ou à des conduites addictives ou des scarifications, la pleine conscience, le développement des compétences interpersonnelles. Voilà. Toujours les thérapies de groupe, les conseils diététiques, bien entendu, nutritionnistes et diététiciennes, l'activité physique adaptée, on en a parlé, comment on va par là, le yoga, ça marche bien, c'est une forme de méditation, on se pose, on observe et on accepte ce qui arrive. Quand on l'observe, on ne l'évite pas, parce que c'est l'évitement le grand problème. Les groupes d'entraide, donc ça, j'en ai parlé, Alcooliques Anonymes, rupture d'isolement, mais on a les médiateurs santé-pères aujourd'hui, les pères aidants, tout ça. Favoriser un réseau de soutien, famille, amis, les groupes, etc., etc. Et puis, je vous remercie pour votre attention, parce que c'est très large ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à créer les Statosiques Anonymes. C'est un pied de nez, mais c'est très respectueux. Moi, de par le témoignage, je vous ai mis complètement dans la projection et fait le lien. Et donc, naturellement, qu'est-ce que va nous en dire le nutritionniste? Alors, moi, je ne vous ai pas fait de présentation, parce qu'après, le but, c'est de pouvoir échanger. Alors, finalement, il y a déjà plusieurs choses. Puisque le docteur Sazra a parlé finalement après des conseils diététiques, ce qui sera une partie extrêmement importante, mais avec des personnes qui vont être adaptées dans le discours. Parce que ça, c'est aussi un point important finalement à un moment donné sur de la restriction. Finalement, la personne elle va pouvoir se mettre en restriction cognitive, sur les aliments qu'elle va aimer. Et en général, ce n'est pas les haricots verts qu'on aime. On est rarement addict à manger, ça arrive, mais c'est d'autres types de patients. Et donc ça, c'est voilà, le discours, c'est de pouvoir après orienter bien sûr la personne vers le bon type de professionnel qui aura, on va dire, une prise en charge complètement adaptée. Alors sur le lien finalement entre ce sucre et côté alcool, bien sûr, la NASH, la MASH. Les modèles animaux sont... Alors, on est un type d'animal, finalement, mais sur des souris, on voit bien que le sucre, c'est ce qui reproduit le comportement de dépendance, après, comme toute drogue. Si on donne à des souris du sucre, on leur retire, elles ne vont pas être bien, voilà, anxieuses, elles vont chercher le produit. Si on leur donne du sucre et du gras, elles vont grossir, mais finalement... elles ne vont pas reproduire ce même schéma. Si on leur donne que du gras, elles vont grossir et puis elles ne vont pas reproduire ce même schéma. Donc on a aussi finalement chez l'homme, comme je vous ai dit, et comme l'a dit le docteur Sazra, le circuit de la récompense, c'est extrêmement important puisque finalement on va basculer, et ça bien sûr aussi les études chez l'homme retrouvent bien, il y a des patients qui vont basculer de l'abstinence à l'alcool et au bout d'une quinzaine de jours, il va y avoir, alors je ne sais pas, sur le côté sucré, au bout de combien de temps c'est arrivé, mais ça peut arriver assez vite, au bout d'une quinzaine de jours, basculer vers du craving plutôt sucré, alors qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas basculer dessus. Alors peut-être finalement qu'il y a un transfert sur une autre addiction, d'un seul coup, une autre activité, que ce soit l'hyperactivité physique ou autre. Alors pourquoi il y a des personnes qui basculent sur un ou sur l'autre? Ça, c'est toujours un peu le point d'interrogation. Mais cette bascule, elle va permettre de gérer les émotions, Alors, je suis médecin nutritionniste, mais finalement, l'équilibre alimentaire, c'est chiant. Et c'est simple. On le connaît, l'équilibre alimentaire. Voilà, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études médicales pour avoir la notion de l'équilibre alimentaire. Les compulsions sucrées, ce n'est pas une notion d'équilibre alimentaire. Ça ne sert à rien. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient me voir avec des compulsions, des troubles des conduites alimentaires sucrées, je ne vais absolument pas parler d'équilibre alimentaire, puisque
problème, c'est que la personne, elle pourra manger très très bien sur toute la journée. Si le soir, elle va se relever parce qu'elle n'est pas bien et que finalement, elle va manger la boîte de gâteaux, de bonbons ou autre, et puis avec, comme on a dit, derrière tout le sentiment de culpabilité ou autre, bah, finalement, il faut travailler cette problématique en priorité. Donc, finalement, notre sucre, alors la question, c'est qu'est-ce que c'est que le sucre? Alors pour vous, c'est quoi le sucre? Il y a plein de sucres. Le sucre, on le trouve dans quoi? Alors, on le retrouve dans plein de choses. Hein. Alors, pardon? La canne à sucre, tout à fait. Donc, on va avoir plusieurs types de sucres. Hein. Les sucres simples et puis les sucres complexes. Alors, les anglo-saxons, ils sont moins compliqués que nous. Ils appellent tout du même type. Parce que finalement, même les sucres complexes, ça va jouer sur de la prise de poids, hein, finalement. Si on mange trop de pâtes et qu'on ne fait pas 200 km de vélo derrière, on prendra du poids derrière. Parce que finalement, les sucres, on va le stocker, pas sous forme de sucre. On a très peu de réserves de sucre. Hein. En 72 heures d'arrêt de l'alimentation, on a cramé notre réserve en sucre. Le sucre, on le stocke sous forme de graisse, hein, sous forme de triglycérides. Et il y a un organe que vous connaissez, vous êtes là pour ça, qui stocke très bien la graisse, hein, dans ses cellules. Bah, c'est le foie, hein, finalement. Et le fait de manger, bien sûr, du sucre, quel qu'il soit, hein, voilà, des sucres simples, mais aussi trop de sucre complexe, va risquer, hein, bien sûr, d'engendrer, hein, du stockage au niveau du foie, et puis après, bien sûr, l'apparition de la graisse au niveau du foie, la stéatose, etc., etc. Donc finalement, les sucres, alors je vous prends notre exemple, hein, dans les haricots verts, vous avez des fibres. Hein. Bah, les fibres alimentaires, les fibres qu'on va avoir dans tous les fruits et les légumes, c'est des sucres que nous, on ne peut pas métaboliser. On n'est pas une vache. Les vaches, elles arrivent à couper les liaisons de ce type de sucre, mais nous, on ne sait pas faire. On va réussir à couper les liaisons de l'amidon, hein, qu'on va avoir dans les pommes de terre, pâtes, etc. Donc ça, c'est les sucres complexes. Et puis, il y a ce qui vous interroge aujourd'hui, hein, puisque finalement, les compulsions, ce n'était pas sur plutôt les pommes de terre. En général, c'était plutôt les bonbons, les choses comme ça. Hein. Donc c'est plutôt les sucres simples. Et les sucres simples, on va en avoir dans l'alimentation qu'on va trouver de façon naturelle. Et malheureusement, avec l'évolution de notre société, on a perdu tout bon sens. On a créé plein de produits ultra transformés qui n'ont pas grand intérêt, hein, bien sûr. Les sucres simples, dans la vie d'avant, hein, en chasseur-cueilleur, c'était les fruits, principalement. Voilà. Si on mange 2 ou 3 fruits sur la journée, on a notre dose de sucre simple, tout à fait adaptée à notre vie. Et puis, les fruits ne vont pas apporter que du sucre. Hein, vont apporter des fibres, des vitamines, des oligo-éléments, etc. Tout le reste, finalement, des sucres simples qu'on va consommer vont venir d'autres choses, hein, principalement. Hein, comme on disait, la canne à sucre, hein, le sucre qu'on va avoir, le saccharose et autres, hein, pour sucrer votre thé, votre café, votre yaourt ou autre. Ça, c'est pas problématique. Si on prend un café dans la journée et qu'on met un sucre, moi, les patients, ça m'angoisse pas, ça. Voilà. Si la personne, elle va prendre, parce que ça peut être aussi, hein, compensation, comme on a dit, par rapport à l'alcool, je vais prendre autre chose, je vais prendre du café, mais dans mon café, je mets 2 sucres à chaque fois. J'ai pris 10 cafés, ça me fait 20 sucres, on se rapproche pas loin d'une bouteille de soda, hein, en termes d'apport. Donc, bien sûr, il y a ce sucre qu'on va rajouter, et puis il y a tout le sucre qui est caché ailleurs. Et l'industrie l'a bien compris, il y a le lobby de l'alcool, mais il y en a d'autres, hein, les sodas. La taxe soda, ça vaut pas grand-chose, hein, c'est pas pour ça que ça a fait arrêter de produire et de vendre du soda. Il y a tout, bien sûr, les produits transformés, alors ultra transformés, mais aussi, bien sûr, les sodas, tout ce qui est fast-food et autres. Hein, vous trouvez du sucre dans les plats préparés. Pas d'intérêt. Quand vous faites une blanquette de veau chez vous, vous ne rajoutez pas des morceaux de sucre dedans. D'accord ? L'industriel le fait parce que c'est un exhausteur de goût. Hein, ça va permettre de couvrir comme le sel, hein, dans tous les cas. Donc ça, c'est finalement tous ces sucres qui vont être problématiques. Et on en a parlé, il y a le soda, mais finalement, des fois, il y a aussi d'autres pièges. On se dit, finalement, c'est pas grave, ça apporte aussi d'autres choses. Les jus, hein, le jus d'orange, des choses comme ça. Chez vous, on va dire, moi, c'est simple en termes de recommandations. Je vous ai dit, un fruit par repas, ça me va bien. Si on prend le fruit du petit déjeuner, une orange, quand vous l'avez déjà fait le test, hein, vous pressez une orange chez vous, ça ne vous fait pas 200 millilitres de jus. Hein. Quand on se sert un verre de jus, des fois chez soi, c'est l'équivalence de 2, 3 oranges, voire plus. Donc finalement, on dépasse assez rapidement, hein, via les jus, ce qui n'est pas contre-indiqué. Si la personne elle boit son petit verre
on va dire, de jus d'orange vert à moutarde sur le petit-déj, ça c'est pas gênant, mais on va vite dépasser des apports importants par rapport à ça. Et les jus, même équivalence, 1 litre de jus, c'est 1 litre de soda en termes d'apport de sucre. Voilà. Donc tout ce sucre qui sera consommé finalement en excès, à un moment donné, bien sûr, il va être stocké. Il va être stocké au niveau métabolique, les cellules, que ce soit sous la peau, au niveau des organes, le foie. Et donc on va avoir cette bascule. D'un côté, on va avoir bien sûr l'alcool qui abîme le foie, le sucre, pas lui-même en tant que tel, mais stocké sous forme de graisse qui va abîmer le foie. Et puis on rentre dans, bien sûr, ce cercle vicieux. Donc l'objectif, bien sûr, de la prise en charge, on travaille bien avec le docteur Sazra depuis longtemps. Voilà, ce serait bien si ça fonctionnait. Ça ne fonctionne pas sur l'alcool, de dire il faut arrêter de boire. Je pense que la personne, elle le sait à un moment donné, dans tous les cas, quand elle a pris conscience. C'est la même chose au niveau de l'alimentation, de dire il faudra arrêter de manger du sucre, il faudra faire ci, faire ça. Ça, ce serait très très simple. C'est des injonctions qui ne marchent pas, mais c'est tout comprendre le travail, et le processus de la personne et l'approche psychocomportementale. Pourquoi il y a eu cette bascule de l'un à l'autre. Ça a permis de gérer les émotions, finalement, à un moment donné, avec toujours, malheureusement, des conséquences négatives. Il n'y a pas grand-chose en termes de gestion de l'émotion, à part, je pense, la relaxation qui fait pas de mal, mais que ce soit les troubles des conduites alimentaires, l'alcool, toute autre drogue, etc., ça a toujours un impact, bien sûr, négatif d'un point de vue somatique pour le corps et, bien sûr, psychosocial. Donc l'objectif, dans la prise en charge de la personne, c'est de ne pas être dans un message où on va dire, alors c'est pour ça qu'on en discutait, sur le sans sucre. Moi, j'aime pas le sans, parce que le sans, ça veut dire pas. Voilà, la privation. Et le cerveau, il n'aime pas la privation, dans tous les cas. On parlait des enfants, voilà, l'enfant, si à un moment donné, on le restreint complètement, on le prive, à un moment donné, dans tous les cas, il le trouvera, quel que soit à l'âge, que ce soit pédiatrique ou adulte, à un moment, finalement, il basculera vers la consommation de produits sucrés parce qu'il n'y aura plus le contrôle. Donc, d'un côté, entre, bien sûr, la privation ou le cerveau, à un moment donné, la restriction cognitive au niveau de l'alimentation, peut-être certaines personnes l'ont déjà testé, avec des pseudo-régimes commerciaux. Ça tient 1 mois à peu près. Le cerveau, après, il est en souffrance, dans tous les cas, puisqu'on va se priver, comme je vous ai dit, pas sur les haricots verts, on va se priver sur plutôt les produits qu'on aime, qu'on apprécie, qui font du bien. Et c'est les mêmes qui, finalement, vont faire du mal de l'autre côté. Donc l'idée, c'est de ne pas d'être dans la privation complète, c'est pas d'être dans l'excès. Et ça, c'est toute la difficulté, finalement, avec l'alimentation. Puisque l'alimentation, on peut avoir ce côté, alors l'addiction au sucre, moi j'y crois, mais ce n'est pas si simple que ça, finalement, en termes de définition. Alors je ne suis pas sûr qu'il existe, je ne sais pas s'il existe une échelle actuellement validée pour l'addiction. Il y a des échelles validées pour l'addiction alimentaire, échelle de Yale. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Oui, voilà, donc entre d'un côté les apports trop importants, bien sûr, du côté qu'on peut avoir, alors soit régulièrement, le grignotage, entre guillemets, mais du grignotage, on ne culpabilise pas. Le grignotage, si on va manger, vous aurez mangé votre carreau de chocolat et derrière, il n'y a pas de souffrance. Et ce n'est pas le carreau de chocolat qui impactera négativement le corps. C'est d'avoir des grosses quantités et à un moment de se dire, finalement, je n'aurais pas dû le faire. Je sais que c'est pas bien, voilà, parce que ça a un impact derrière, mais finalement, j'arrive bien sûr pas à le limiter. Donc ça va être tout, bien sûr, le travail. Vous voyez, finalement, mon travail dans ce contexte, comme je vous ai dit, l'équilibre alimentaire peut être fait facilement, simplement, par une diète. Beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, puisqu'il y a des recos qu'on entend. Ce n'est pas parce qu'on entend les recommandations qu'on arrive à les appliquer. Manger pas trop gras, trop sucré, trop salé. Ce serait bien si ça faisait améliorer, bien sûr, mode de vie de la population, mais ce n'est pas ça qui fonctionne. Donc c'est vraiment ce travail, cette approche sur pas de restriction, l'accompagnement, le pourquoi du comment, diminuer petit à petit sur la consommation. Et j'ai retrouvé mon fil, ça y est, ce que je voulais vous dire. C'était sur l'alimentation, ça reste possiblement une addiction, sur le côté compulsif, quelle que soit la modalité. Les personnes qui font des crises de boulimie, c'est pas que du sucre, ça va être des fois tout ce qu'ils peuvent trouver. Et puis, sur le côté sucré aussi, pareil, mais c'est l'aliment, on est obligé de manger tous les jours. On peut s'arrêter de consommer de l'alcool complètement, on peut s'arrêter de fumer complètement,
Mais par contre, l'alimentation, hein, qui va entraîner toujours cette stimulation, on ne peut pas l'arrêter. On est bien obligé de manger pour vivre. Et c'est toute la difficulté, finalement, hein, dans cette approche, au niveau hein, du comportement et de l'alimentation. C'est je vais m'exposer tous les jours à quelque chose que je dois consommer, hein, finalement. Hein. Et tiens, j'ai mangé une danette, ok, ça m'a fait plaisir. Est-ce que j'arrive à m'arrêter à ma danette? Une danette, hein, c'est 4 morceaux de sucre à peu près. C'est pas mal, on ne les voit pas comme ça, hein, les morceaux de sucre hein, cachés dans la danette. Vous vous êtes fait une canette de coca, une danette dans la journée. Voilà, vous avez pris déjà 10 morceaux de sucre. Je vous mets un verre d'eau, 10 morceaux de sucre, vous ne le buvez pas. Hein. C'est pas bon. Hein. D'accord ? Donc, finalement, ça va être, est-ce que j'ai mangé ma danette et derrière, je peux m'arrêter ou est-ce que je vais être obligé de manger les 4 pour compenser voilà, au niveau émotionnel ce qui se passe derrière. Donc, c'est vraiment cette approche-là, dans le côté addiction. S'il n'y a pas d'addiction, voilà, on pourra le gérer différemment. Mais dans ce côté vraiment addiction, hein, psychocomportemental, c'est indispensable. Et on en discutait tout à l'heure. Il faut évaluer, bien sûr, les personnes. Si on ne pose pas les questions, la personne ne le dira pas en général. Elle ne va pas obligatoirement dire docteur, je mange une boîte de bonbons tous les jours. Voilà. Mais d'où l'importance de creuser. Poser la question de est-ce qu'il y a des compulsions alimentaires. La personne, elle ne va pas le verbaliser non plus. Hein. Est-ce que voilà, vous vous relevez la nuit et que vous refaites cuire 500 grammes de pâtes que vous mangez, que derrière vous vous dites que ce n'était pas une bonne idée. Hein, voilà. Si on ne pose pas les questions, bien sûr, à ces personnes, dans tous les cas, elles vont difficilement, bien sûr, l'aborder. Et dans tous les cas, ça aura un impact métabolique, bien sûr. Et ça sera le cercle vicieux, hein, finalement. J'ai arrêté quelque chose qui faisait du mal à mon corps, bien sûr, basculer sur une autre addiction qui me fait mal aussi à mon corps. L'objectif, c'est de pouvoir, bien sûr, hein, être dans un autre processus pour petit à petit. Alors voilà, il y a le côté prise de poids finalement qui joue aussi. Hein. On se dit voilà, j'ai arrêté l'alcool, ça peut faire prendre du poids à un moment donné. Alors ça arrête de faire prendre du poids assez vite. Quand on consomme trop d'alcool, ça va demander de l'énergie au corps pour métaboliser l'alcool. Hein. C'est quand on a une consommation modérée d'alcool où ça joue sur la prise de poids. Et puis après, bien sûr, avec le sucre, là pour le coup. Ça marche très très bien, bien sûr, hein, pour la prise de poids. Et puis cette prise de poids, finalement, à un moment donné, et c'est voilà, pour faire le lien un petit peu sur la fin, on a des patients, ça nous est déjà arrivé, hein, avec de l'obésité, des complications. Des complications, on peut être dans une réflexion, discussion pour la chirurgie de l'obésité, hein, par exemple. Ça a été abordé, je pense, aussi avant. L'alcool, ce n'est pas une contre-indication formelle. Hein, il faut qu'il y ait un sevrage, mais il faut que voilà, il y ait un accompagnement extrêmement, bien sûr, important derrière. Parce qu'on risque de basculer de l'arrêt de l'alcool, de la chirurgie à autre chose, à de l'anorexie, de la restriction alimentaire ou autre. Hein. Et si on ne travaille pas dans le cadre du patient, de la prise en charge avec sa chirurgie de l'obésité pour juste avant de venir, j'étais en réunion de concertation pluridisciplinaire chirurgie bariatrique sur le CHU. Je pense que plus de la moitié des patients qu'on a eus avaient des fibroses. Alors, pour ceux qui connaissent, au moins F3, F4 hein, en évaluation sur le fibroscan. Patients qui étaient même en cirrhose Child A. C'était des patients à qui on abordait, hein, à qui on a proposé de la chirurgie bariatrique, hein, mais pour lequel il y a eu la prise en charge psychocomportementale de gestion, bien sûr, des émotions par l'alimentation. Et en général, comme je l'ai dit, la gestion des émotions par l'alimentation, c'est le sucre. Hein. Donc, c'est vraiment prioritaire. Il faut questionner les personnes. Si on ne les questionne pas, voilà. Envoyer quelqu'un chez un diète, un médecin nutritionniste, un vrai. Parce que malheureusement, je fais une spécialité où tout le monde mange. Et comme tout le monde mange, tout le monde se sent expert. Voilà. Et vous trouvez plein de personnes qui sont avec des diplômes qui ont voilà, aucune légitimité, hein, dans tous les cas, et qui se mettra nutritionniste, et avec des choses, des fois, extrêmement dangereuses hein, pour les patients, avec de la restriction qui pourra générer d'autres troubles derrière, de l'anorexie mentale ou autre. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce lien que je voulais vous dire, et puis après, c'est plutôt de l'échange, c'était une table ronde. Voilà. Merci pour à tous les trois. Vous avez fait faire un tour d'horizon complet. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance ?
Ouais, Louis Lambire, je suis Champagne-Ardenne, SOS Champagne-Ardenne. Vous parlez du sucre. Alors le sucre, ça ne fait pas grossir. C'est quand on l'associe à l'alcool au début, c'est ce que vous venez de dire. Le sucre, ça fera grossir quand on... Alors ça fera grossir avec l'alcool, dans tous les cas. Mais du sucre tout seul, quelqu'un qui va consommer des quantités excessives de sucre par rapport à ses besoins métaboliques, il va, si on ne le dépense pas en énergie, puisque c'est une source d'énergie, le sucre, si on ne le dépense pas en énergie, on va le stocker. Oui. Et on va le stocker sous forme de graisse. Voilà. Mais quand vous dites quelqu'un qui boit de l'alcool, au début, il va brûler, pour dépenser l'alcool, il va brûler des graisses. Donc alors, il ne va pas grossir tout de suite. C'est ça que j'entends. On va dire, pour la prise de poids à peu près en lien avec l'alcool, d'un point de vue métabolique, c'est à peu près 30 grammes. 30 grammes, c'est 3 doses d'alcool, finalement, 3 unités d'alcool, où là, on va être plutôt sur du stockage énergétique à cause de l'alcool. C'est de l'énergie, des fois on appelle ça les calories vides, puisque ça n'a pas d'intérêt, finalement. Et puis au-delà, on va utiliser de l'énergie pour, bien sûr, métaboliser après l'alcool. Et c'est pour ça qu'après, sur des consommations excessives, on a plutôt tendance à avoir des fois des patients qui sont plutôt, à l'inverse, avec un poids plus faible. Alors, de fait, vous n'êtes pas certain aussi de l'addiction au sucre. Cependant, on voit beaucoup de transferts quand même de l'alcool vers le sucre. Alors, ma question est, est-ce que par hasard, l'addiction à l'alcool ne serait pas d'abord une addiction au sucre ? Alors, ça Pierre pourra répondre. Les patients, sur certaines études, finalement, les personnes qui ont un craving aux produits sucrés après la partie d'abstinence ne l'avaient pas avant. N'avaient pas de consommation excessive. Il y a des personnes qui pourront l'avoir avant, finalement. On peut avoir cette problématique de consommation aux produits sucrés déjà préexistante à la consommation d'alcool. Mais finalement, les personnes qui ont l'apparition de ce craving aux produits sucrés, alors c'est pas moi qui suis pas... pour moi, le côté compulsif sucré, il existe réellement, mais c'est vraiment... d'un point de vue global, puisqu'après, c'est les échelles d'évaluation par rapport à ça. On a notre congrès de nutrition national la semaine prochaine, où c'est une thématique qui sera abordée sur... c'est la question, est-ce que l'addiction au sucre, ça existe vraiment, en termes de définition, finalement. Mais voilà, ce craving, il y a des patients, il n'existait pas avant, il existe à l'abstinence, et il y en a où ça n'existait pas avant, ça n'existe pas à l'abstinence. Il y en a où ça existait déjà avant. Finalement, c'était caché en plus. Finalement, c'est après le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, c'est juste, comme on a dit, ce transfert. Voilà. Pour être présent à un moment donné, peut-être que la personne qui avait son craving sur des produits sucrés, à un moment donné, a voulu arrêter aussi cette consommation et puis a basculé aussi vers autre chose. De l'alcool, par exemple, ou d'autres choses, etc., etc. Mais l'alcool, c'est une substance très addictogène. Généralement, le parcours des jeunes anaddictos commence par l'alcool. Après, il y aura d'autres produits qui vont le rejoindre. Et on voit souvent ce qu'on appelle les toxicomanes, quand ils n'ont pas leurs produits, et petit à petit vont arrêter les produits dits illicites et repasser à l'alcool. L'alcool est souvent au début du parcours et à la fin du parcours. Juliette, SOS Bourgogne. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez des édulcorants pour remplacer le sucre ? Alors, les édulcorants. Sur des grosses quantités, par exemple, c'est toujours la même chose, entre la peste et le choléra. On peut choisir le choléra, on met une perfusion et puis ça ira mieux, on ne se déshydrate pas. Mais par exemple, entre quelqu'un qui va boire, on imagine 1,5 litre de soda par jour, ce qui fait quand même déjà beaucoup, on va lui dire classiquement il faudrait boire de l'eau, bien sûr, ce serait mieux dans tous les cas. Ça coûterait moins cher aussi, bien sûr, parce qu'après ça coûte cher. Tous ces produits-là coûtent aussi plus cher que finalement de consommer
autre chose. Entre basculer de ça à finalement de l'eau, quelle qu'elle soit, gazeuse ou autre, alors après, il peut y avoir la consommation excessive, hein, finalement aussi, il y a toujours la possibilité de basculer sur le côté édulcorant. C'est une possibilité. Hein. On aura toujours la stimulation, le cerveau, il garde cette stimulation du côté sucré. Ça entraîne aussi, hein, même s'il n'y a pas de sucre, le pancréas, il va libérer quand même un petit peu d'insuline. Et l'insuline, ça permet de métaboliser le sucre. Ça peut jouer quand même aussi, c'est un peu sur la prise de poids. Mais voilà, peste, choléra. Alors si c'est transitoire, pas de souci, il ne faut pas que ce soit sur du long cours et des grosses quantités. Parce qu'il commence à y avoir des études sur les édulcorants, l'aspartame ou autres, où ça commence à être associé avec de l'apparition de cancer. Voilà, plutôt à prostate chez l'homme. Voilà. Donc, on avait le point d'interrogation, les édulcorants. Alors, et puis édulcorants, alors, je ne sais plus la définition exacte, vous pourrez la regarder. Les édulcorants, ce n'est pas que avoir un goût sucré. Il y a des édulcorants aussi qui contiennent des glucides, du sucre, d'autres types de sucre. Le sirop d'agave. Personnes qui vont mettre du sirop d'agave pour, à la place de leur sucre ou du miel, de ce qu'ils veulent. Le sirop d'agave, c'est du fructose. Et le fructose, ça, on le métabolise très très bien en triglycérides. Voilà. Attention, finalement, si c'est vraiment très transitoire, la personne qui va se mettre une sucrète, deux sucrètes dans son café, bon, voilà. Quelqu'un qui va consommer des grosses quantités d'édulcorants via des sodas light, c'est pas terrible sur le long cours. Et ça entraîne toujours cette stimulation du cerveau sur ce côté sucré. Voilà. Il y a le cerveau, il y a les papilles aussi. Hein. On s'habitue. Les deux goûts sur lesquels on s'adapte petit à petit quand on en consomme en excès, ce sera le sucre et le sel. Si on réduit sa consommation petit à petit, il faut faire petit à petit, parce que sinon ce sera très compliqué, les papilles vont se réhabituer aussi, et dès qu'on va consommer quelque chose d'un peu plus sucré ou un peu plus salé, ça va sembler trop, et ce sera plutôt désagréable. Voilà. Moi, j'ai une question à poser aux psychiatres. Chez les patients, enfin les sujets qui ne sont pas en surpoids, est-ce que l'obsession de l'image corporelle, à se restreindre, à regarder toutes les étiquettes, à peser les aliments, à savoir le nombre de calories, enfin je veux dire, une vie de moine toute la journée quasiment, finalement, ça relève du même mécanisme que la bigorexie, c'est-à-dire l'excès d'exercice physique. C'est une addiction aussi, enfin, une addiction à la mode actuelle, enfin, je veux dire, d'avoir une image corporelle qui correspond au summum. Oui, alors, il y a des continuums. Il y a des continuums là-dedans. Le pire dans la pathologie que vous décrivez, c'est l'anorexie mentale, où la patiente va se restreindre, calculer sans cesse ses calories, être obsédée par l'image de son corps, et son cerveau va déformer l'image de son corps, ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Et il va y avoir un conflit entre cette dysmorphophobie qui lui dit « tu es grosse » et son idéal de minceur, il faudrait être mince. Donc elle est dans une position intenable et c'est très compliqué pour la faire reprendre du poids. Et cette maladie est terrible puisqu'elle va atteindre le cerveau dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on va voir en imagerie une atteinte du cerveau qui va s'atrophier sous l'effet de l'anorexie mentale, mais pire, sous l'effet même de la boulimie. La boulimie, c'est quoi? C'est des crises alimentaires suivies de vomissements dans leur ensemble, avec hyperphagie, vomissement, puisqu'il y a la culpabilité qui surgit. Les gens ont un poids normal, parfois même un petit peu au-dessus, mais globalement normaux, donc ils sont très difficiles à repérer. Vous en avez peut-être dans votre entourage. La boulimie, ça va souvent avec l'alcool, parce que lors de leur hyperphagie, elles se mettent à boire très souvent. Heureusement, elles n'absorbent pas cette quantité puisqu'elles le vomissent. Et elles ont, elles aussi, une atteinte du cerveau alors que leur poids est normal, par la malnutrition. Alors comme tout à l'heure, on a dit le foie récupère, par chance, le cerveau récupère en grande partie chez ces patientes quand elles se renutrissent. Et ça, c'est un élément important. Donc, si vous voulez, on voit que les choses s'améliorent. Regarder, finalement, on regarde les étiquettes
de produits qui sont transformés. On a perdu le bon sens, finalement, avec l'évolution de notre société, notre mode de société d'un point de vue global, mondial, mode de fonctionnement industriel et autres. Mon arrière-grand-père qui était agriculteur en Corrèze, il ne regardait pas les étiquettes, puisqu'il n'y avait pas de produits ultra transformés qu'on est incapable de faire chez soi, parce qu'on n'a pas de lécithine de soja, on n'a pas de nitrite de sodium, etc. On est obligé de lire des étiquettes de produits donc, qui vont être transformés. Lire les étiquettes avec, regarder les calories qui seront plutôt assez souvent quand même associées, plutôt le sucre et les graisses, dans tous les cas, ça n'a aucun intérêt, puisque finalement, on regarde, c'est comme le compte bancaire, si on regarde que ce qui rentre en apport d'argent, mais qu'on ne sait pas la dépense, puisqu'on ne saura jamais la dépense. Il y a des mesures qui permettent, mais ça reste des formules prédictives, et Nostradamus a fait plein de prédictions qui ne sont pas réalisées encore. Et donc on ne sait pas finalement. Donc là, ça va être une obsession, c'est pareil. Si on regarde les calories sur les étiquettes, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qui peut être, moi ce que je dis aux patients, intéressant, si et seulement si, ils consomment de façon bien sûr pas régulière, c'est le but. Vous avez dit, vous prenez l'exemple de la danette, si la personne il mange sa danette dans la semaine parce que ça lui a fait plaisir, pas de problème. Voilà. Sinon, il en prend 4 par repas, c'est plus gênant. Qui regarde, la personne regarde les étiquettes, je leur montre une seule chose, les sucres simples. Voilà. Sucre simple, finalement, ça va être les sucres d'ajout qui vont être rajoutés dans le produit et qui va jouer, bien sûr, comme on a dit, sur le côté gustatif. Et juste pour une petite prise de conscience, ce que je fais avec les patients, ce qu'on fait des fois avec les enfants, finalement, en prévention, à l'école, pour leur expliquer, c'est fonctionner en morceaux de sucre. Un morceau de sucre, c'est 5 grammes. Un morceau de sucre classique, vous savez, les rectangulaires, je ne sais plus c'est le numéro combien, celui-là, mais c'est... 6. Le 3 et finalement, c'est quand on sait faire des divisions, on regarde pour le produit la quantité de sucre, on divise par 5 et on sait ce que ça fait à peu près. Comme ça, on peut se dire, tiens, oui, en effet, j'en ai pris un peu trop, peut-être. Donc ça, c'est juste pour une prise de conscience. La prise de conscience ne veut pas dire que derrière, on le consommera pas. Mais ce qui est intéressant, en regard d'étiquette, je pense que vous le connaissez, il y a le Nutri-Score. Le Nutri-Score, alors, c'est, pour connaître la personne qui l'a mis en place, c'est un outil qui est très intéressant, qui est mal utilisé et qui est utilisé à visée commerciale aussi. Parce que vous l'avez bien compris, vous l'avez vu à la télé. Le jus d'orange Joker, qui est Nutri-Score B. Le Nutri-Score B, ça ne veut pas dire que le jus d'orange, on peut s'envoyer 2 litres de jus d'orange sur la journée. Mais en termes de message, pour le grand public, bien sûr, ça veut dire qu'il est bon, le jus d'orange, qu'il est bon pour ma santé. Donc, je peux en consommer beaucoup. Le Nutri-Score, il y a eu un souci quand il est sorti, c'est qu'il n'y a pas eu d'information, ce qui n'est pas simple, pédagogique, auprès, bien sûr, de la population. C'est que ça permet juste de comparer des produits d'une même classe. Votre jus d'orange, d'un côté, qui sera bio, sans sucre ajouté, il va être comparé à du jus d'orange pas bio, avec du concentré, etc., etc. Donc, on compare un même produit. On ne pourra pas comparer le jus d'orange avec les rillettes, avec les haricots verts en conserve, etc. Mais finalement, ça n'a pas été dit. Voilà, le Nutri-Score, le D et le E, le fromage, voilà, c'est du D ou du E. Mais si on prend ces 30 grammes, il ne faut pas le peser, le fromage, sinon ça devient obsessionnel. C'est un 1/8 de camembert à peu près. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Mais ça n'a pas été abordé, finalement. Donc ceux qui le mettent en avant, c'est ceux qui peuvent vendre plus avec. Et ceux qui refusent, puisque ce n'est pas une obligation, ils ne le mettent pas en avant, bien sûr. Alors, vous parliez aussi un peu de l'orthorexie tout à l'heure. C'est encore un autre tableau. Il y a eu la bigorexie, qu'on rencontre aujourd'hui, où c'est cette espèce d'insatisfaction corporelle. Mais peut-être que si j'ai des tendances addictives et que je sois dans ma personnalité sensible à cette perfection corporelle, je vais me diriger vers l'orthorexie, voire vers l'anorexie. Si par contre, je suis très sensible à la relation interpersonnelle, facilement gentil, comme vous l'avez dit, hypersensible dans mes relations, peut-être que je vais chercher plutôt l'alcool à un moment donné. Mais ça, c'est des vieilles théories. À quoi sert la conduite addictive? Où est-ce qu'elle va se centrer? Et je fais une dernière remarque, parce qu'il y a un nouveau champ et un nouveau continuum,
c'est la pathologie obsessionnelle compulsive. Et quand on travaille chez les anorexiques, voilà, c'est tout à fait, on vérifie. Et pour finir, aujourd'hui, chez les anorexiques, on trouve plus de personnalité obsessionnelle que dans la fameuse maladie du TOC, qui normalement est le lien avec la personnalité obsessionnelle. Les anorexiques ont plus de personnalité obsessionnelle que les TOC. C'est dire à quel point elles vérifient, elles comptent, elles sont sensibles à ça. Oui. Oui, moi je voulais surtout saluer le témoignage de Marc, la puissance de ce témoignage qui, avec cette lucidité et cet humour réunis. Voilà, franchement, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, si tu dois en faire d'autres, n'hésite pas. Justement, alors, moi j'avais une question aux patients experts que tu es, avec le regard que tu as, justement, tout le chemin que tu as fait vis-à-vis de l'alcool, de compréhension, d'auto-analyse, etc. Maintenant, aujourd'hui, tu nous as dit, finalement, je vois bien qu'il y a un souci avec le sucre. Qu'est-ce que cette connaissance, ce chemin que tu as fait va pouvoir t'apporter pour gérer le sucre aujourd'hui ? Comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser tout ce chemin, tout ce cheminement pour affronter maintenant le problème avec le sucre ? Alors, c'est une bonne question. L'alcool était le plus gros problème, donc on a tendance à se dire, bon, ça c'est une grosse addiction, on connaît tout ce que ça peut créer, les dégâts que ça peut créer, etc. Donc c'est vrai qu'après, une petite addiction, entre guillemets, c'est se dire, bon, ouais, c'est bon, voilà, ça va être facile, ça. Je dirais que c'est le même mensonge que l'alcool. C'est-à-dire l'alcool, c'est beau, c'est convivial, c'est festif, on boit l'apéro, c'est génialissime. Quand on voit les dégâts que ça fait, c'est catastrophique. Quand on parle du sucre, on parle de la même manière. Quand j'apprends que le lobby du tabac s'est lancé dans l'agro en suivant, en fait, c'est un magnifique mensonge, quoi. Enfin, tout ça, c'est du mensonge. Et un alcoolique est un très bon menteur. C'est-à-dire, enfin, on se ment. Et là, je trouve la table ronde extraordinaire, c'est que oui, moi je bosse sur ces addictions, mais la complémentarité, c'est le pluridisciplinaire. On a là, moi, j'ai pas d'autant d'études qu'eux, et c'est de comprendre le malaise qu'il y a derrière. Ça, le sucre, pourquoi je vais bouffer du sucre ? Qu'est-ce qui me fait attraper cette plaquette de chocolat ? Est-ce que c'est pas une émotion que j'ai mal gérée ou un client qui a été désagréable et je vais engloutir cette magnifique plaque Poulain qui m'a été bien vendue au niveau marketing. T'as 20 ans d'études. Hein ? T'as 20 ans d'études. Ouais, oui, ça va, ouais, je gère. Moi, j'avais une question pour toi, justement, par rapport à ce qu'a dit Christian avant, dans le témoignage juste avant que tu as entendu. Quand Christian, il disait avec ses mots, de temps en temps, j'ai besoin d'un peu de sucre. Et je sens bien que ça vient faire des trucs dans mon cerveau et que je suis apaisé pendant un certain temps. Puis 15 jours après, on voit bien qu'il touche du doigt voilà, c'est pas les circuits de récompense, il connaissait pas, mais il est capable d'avoir ressenti dans ses tripes ces choses-là. Toi, tu nous dis aussi, j'ai senti que je dérapais sur le sucre. Ouais. Ma question, c'est, est-ce que cette prise de conscience-là, c'est le patient qui le sent, qui le vit ? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Ou est-ce que toi, c'est les... Je ne sais pas si Christian, c'est pas les infirmières d'éducation thérapeutique qui lui ont permis de comprendre. Est-ce que toi, c'est de l'accompagnement par des pairs qui t'a permis de comprendre, ou est-ce que tu l'as senti et tu l'as ressenti comme je suis en train de faire un transfert d'addiction ? Je pense qu'il y a un moment où il faut comprendre. C'est-à-dire il y a l'apprentissage que l'on retrouve, c'est-à-dire cette communication qu'il y a du soignant, comprendre son propre corps et surtout arrêter de se mentir. Le moment où on commence à comprendre pourquoi on dérive, c'est-à-dire pourquoi on a besoin de rentrer dans ce monde secondaire, entre guillemets, ou ce monde d'effervescence, c'est-à-dire le réseau de la récompense, c'est-à-dire cette espèce de shoot que l'on peut avoir alors dans tous les types de filles, soit une cuite, soit un excès de tous les excès types. Pourquoi on est arrivé à ce moment-là, là-dedans ? Donc, oui, on va ressentir la même sensation, c'est-à-dire, hop, tiens, ça y est, là, je prends quelque chose qui est un petit peu drôle, enfin qui est sympathique. Donc ça peut être un sucre, une montée de sucre. C'est très bien décrit, il le décrit en fait par rapport au sucre et le lien justement avec le café et le sucre, et on arrête le sucre dans le café, est une très bonne comparaison. Et moi je vois en ce moment, par exemple, je joue avec le café. Donc là je suis en train de me dire, c'est pas bon. Donc
Il faut apprendre à se connaître, il faut s'aimer. Moi, je me suis très longtemps pas aimé non plus, ça, j'ai toujours été dans le questionnement. Il faut s'aimer, il faut avoir confiance en soi. Je pense que c'est le plus important, enfin, je vous le souhaite à tous, mais c'est qu'à un moment, il faut... Voilà, c'est... On ne peut pas ruminer à bouffer nos plaques de chocolat ou à piller des bouteilles de vin, etc. Ça ne marche pas super bien, et puis bon, ça déconne, hein, ça finit par déconner un peu au niveau de la mécanique, quoi. Donc voilà. J'ai une petite question sur la prise en charge thérapeutique, en dehors bien sûr de la prise en charge psychocomportementale qui est très très importante, qui est sous-jacente. Pour l'alcool, c'est finalement pour tous les trois. Vous avez dit à un moment donné, c'est du tout ou rien. C'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que j'ai arrêté l'alcool et si je prends un verre d'alcool, je risque de reprendre. J'ai un gros risque de reprendre ma prise d'alcool. Pour le sucre, on est dans une situation différente. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on peut faire du tout ou rien dans le sucre ? Est-ce qu'en réduisant les apports en sucre, on va diminuer finalement ces phénomènes d'addiction ? Comment est-ce qu'on peut se comporter finalement vis-à-vis du sucre ? Est-ce que du coup, parce que tout le monde dit, voilà, je suis fatigué, je ne vais pas bien ce soir, je prends le chocolat, la tablette, j'en prends un carré, ça va me faire du bien, mais au lieu de remettre la tablette dans le placard, on va finir la tablette. Voilà. Alors, est-ce que finalement, on n'est pas dans la même situation que l'alcool, puisque l'alcool, on sait qu'on ne va pas y retoucher. Le chocolat, on va pouvoir y retoucher. Voilà, on est un peu dans une ambiguïté. Alors, on pourra finalement, parce que là, il y a toujours plein de ce qu'on veut d'influenceurs ou autres, hein, puisque, comme je disais, le domaine de la nutrition, de la bouffe en général, hein, il y a plein de personnes qui vont avoir des discours alors sur le sans sucre. Pour le coup, le sans du tout de sucre. Ça prouve pas on va dire, d'efficacité, hein, sur le long terme. Si on prend l'exemple du chocolat, puisque c'était abordé, le chocolat, il y a plusieurs types de chocolat finalement. Voilà. Celui qui a tendance à faire plutôt revenir, hein, à la tablette, en général, c'est pas le chocolat noir 100%. Hein, le chocolat noir 100% de cacao, vous n'avez pas de sucre, hein, dedans. Donc c'est vraiment, il a une amertume. Je ne sais pas si vous en avez déjà goûté. On prend un carreau, on le laisse fondre dans la bouche, on ne revient pas derrière. Le cerveau, il a été content. Voilà, ça a libéré ce qu'il fallait, hein, la sérotonine et autres. Hein. Et puis, le problème, ce ne sera pas le chocolat noir. Et c'est le chocolat au lait. Le pire du pire, c'est le chocolat blanc, mais ça, en général, les adultes prennent pas trop, hein, c'est plutôt les enfants. Mais le chocolat au lait, alors, et c'est pour ça que si on regarde que des calories, ça ne veut pas dire grand-chose, les calories. Le chocolat noir, il est plus calorique que le chocolat au lait, puisqu'il est plus gras. Le chocolat au lait, il y a plus de sucre. Et ce qui rapporte plus d'énergie, c'est la graisse, pas le sucre. Hein. Ce n'est pas métabolisé tout à fait pareil. Mais finalement, par contre, sur ce circuit de la récompense, c'est le chocolat au lait, hein, qui fonctionnera. Laisser fondre ces deux petits carreaux de chocolat au lait dans la bouche, etc., en général, ça fonctionne quand même pas bien. On a envie d'en reprendre jusqu'à un certain niveau, finalement, un peu de saturation. Alors c'est ça toute cette question de la saturation. Il y a des personnes qui ne l'ont pas, hein, finalement, qui vont pouvoir prendre des grandes quantités sans arriver à un niveau d'écœurement, hein. Ce qu'on retrouve, hein, pareil, en termes d'imagerie, hein, du côté de l'obésité, si on fait de l'imagerie, zone plutôt d'inhibition, hein, fonctionne un peu moins bien, donc la personne a moins d'inhibition. Et puis, de l'autre côté, elle a un corps du digestif, un estomac qui peut accepter plus en quantité. Et c'est complètement l'inverse de l'anorexie mentale, finalement, où le cerveau... Alors, il reçoit bien le message de j'ai faim, mais il y a cette lutte contre ces sensations. Et puis le corps, à l'inverse, lui, il dit non, tu ne peux pas manger, c'est sûr. En mangeant une pomme par jour, remanger plus, ce sera compliqué. Donc finalement, c'est d'avoir ce seuil de niveau finalement de saturation. Et sur le sucre, là, il y a des études, il y a des personnes qui n'ont pas de niveau finalement, entre guillemets, qui vont s'écœurer, hein, de cette consommation. Alors que peut-être que vous, si vous mangez 4 bonbons Haribo comme ça, un peu vite d'un seul coup, le 5e, vous en voulez plus, quoi. Voilà. Je rebondis peu sur le commentaire de Véronique. Quand je suis passé de l'alcool dans mon parcours de soignant, où je faisais du contrôle de stimulus en disant évitez d'avoir de l'alcool à la maison, évitez les bars, évitez les copains qui boivent, je le mettais à l'écart complet, dans un premier temps du moins. Alors que dans la boulimie, quand je suis passé avec les boulimiques, je n'ai pas pu leur dire
n'ayez pas d'aliments à la maison. J'ai été coincé avec ça. Et au contraire, elles font que ça. Se restreindre toute la journée, éviter de prendre tout ce qui est sucré parce que c'est déclencheur éventuellement de crise. Elles le limitent tant qu'elles peuvent, ce qui ne va pas empêcher, au contraire, qu'elles vont s'affamer, se priver, se frustrer et que ça va tourner à la moindre émotion, à la moindre situation, dans une crise hyperphagique et après vomissement. Je voulais revenir, professeur, sur ce que vous disiez sur le Nutri-Score. En fait, vous êtes pour ou contre? Du coup, vous êtes contre? Ah non, moi, je suis plutôt pour. Ah, vous êtes quand même moi, je suis pour, mais avec il est perfectible, en fait, c'est ça que vous dites. Alors, il est perfectible, surtout il est perfectible dans... clair, en fait. Mais je pense que c'est compliqué de revenir en arrière. Voilà, c'est perfectible ça, sur la pédagogie qu'il aurait fallu mettre en place pour le grand public, la population. Parce que là, on ne peut pas faire trop marche arrière. Déjà que c'est difficile de l'accepter, de le faire accepter les difficultés. Si on commence à rétro-pédaler, c'est compliqué. Je pense qu'il faut quand même plus essayer de voir qu'il soit obligatoire. Et après, on pourra essayer de l'améliorer potentiellement. Déjà, il y a une première amélioration, vu qu'il y a une première reclassification qui a été faite, donc sans que ça soit obligatoire. Mais je pense qu'on soit vraiment assez unis là-dessus et que le message soit très clair. Il faut être pour. OK, il est perfectible, mais on l'améliorera dans le temps. Ah oui, mais il faut que ce soit accompagné. Et ça, c'est aux professionnels finalement après de le faire. Quand on donne des conseils aux patients, s'ils posent la question ou autre, de leur expliquer finalement dans votre gamme de produits, ça vous aide à ça. Mais finalement, le raisonnement, il serait très très simple. Si on mange de façon, on va dire, peu transformée, les 4 types, il y a une classification internationale qui s'appelle la classification NOVA, qui permet de classer les aliments. Donc il y a NOVA 1, c'est style la farine par exemple. NOVA 2, c'est tout ce qui va servir, on imagine le sel, voilà, on va dire en ingrédients dans les préparations. NOVA 3, c'est les produits transformés. Donc le pain, c'est transformé. De l'eau, de la levure, de la farine, c'est du pain. Voilà, du sel aussi, parce que le pain sans sel, c'est pas très très bon quand même. Le fromage, c'est transformé. C'est pas ultra transformé. Le fromage, c'est du lait, de la brisure, du sel, et puis c'est réglé. Et puis après, il y a les produits Nova 4, ultra transformés, où là, on ne peut pas les faire chez soi, puisqu'il y a plein de composants qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas chez nous. Si on mangeait finalement normalement, ce qu'on a sur les 5 doigts de la main, des féculents qui ne seront pas transformés finalement, des légumes verts qu'on aura finalement pas modifiés, source de protéines, viande, poisson, œufs, ok, c'est pas transformé. Un laitage, ok, c'est juste très peu transformé finalement, puisque c'est un yaourt ou autre. Et le fruit, notre alimentation, finalement, le Nutri-Score, on n'en a pas besoin. On en a besoin à partir du moment où on va aller acheter finalement des produits principalement ultra transformés. Oui, mais c'est la société de consommation qui veut ça. Donc effectivement, maintenant on est dedans, on ne peut plus faire marche arrière. Donc comment on peut modifier les comportements en fait. C'est ça. La question, elle est pas là. Effectivement, l'éducation. Il y a le problème de l'éducation à la santé. On en parlait déjà tout à l'heure. En fait, comment on peut éduquer les plus jeunes enfants à la santé, à l'alimentation, parce que c'est pas forcément qu'à la santé, dès le plus jeune âge. Est-ce qu'il faut des cours spécifiques? Alors il y a des programmes de nutrition qui sont. On ne sait pas trop où ça en est et quel est l'impact de ces programmes, mais effectivement, là, il y a quand même une grosse partie de la population, c'est de la modification de pratique. Et on pourra pas revenir aussi, parce que certains produits ultra transformés de pas très bonne qualité aussi sont pas très chers. Voilà, et donc, on est sur de la réduction des risques et des dommages, finalement. Parce qu'on va essayer de réduire le risque que, effectivement, maintenant qu'on est engagé dans la démarche, on puisse limiter le fait d'aller vers ces problématiques, en fait. On aurait pu croire qu'on avait saturé l'environnement obésogène avec les fast-foods, avec les sodas, avec la sédentarité. On continue d'avancer sur ça. Alors que déjà, on est bien saturé. On a réussi à se caler un KFC place de la République, plein centre de Limoges. Alors qu'il n'y avait pas besoin d'un KFC à ce niveau-là, ou un Starbucks. C'est du café ultra sucré. Après, vous savez, on parle du KFC ici en plein milieu de Limoges. Moi, je remarque que dans les hôpitaux, rien que dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'il y a? Nous, on a un relais H à l'hôpital de Strasbourg. Et qu'est-ce qu'ils proposent? Du gras, du salé, du sucré. Oui. Et quand il est fermé, il y a la machine automatique qui vous propose du gras, du salé, du sucré. Voilà. Et ça commence déjà, finalement...
dans les hôpitaux, dans les centres de soins, à ne pas avoir donné la tendance. On va soigner les gens, mais derrière, on leur propose tout de suite, en fait, dès qu'ils sortent de la consultation, ils sont tentés. Ouais. Bon, il n'y a peut-être pas encore le vin, mais... Oui, ils ont enlevé l'alcool quand même. Ah. Ouais. Ce qui est extrêmement compliqué dans on va dire la partie... Là, c'est finalement, entre guillemets, une partie simple où on bascule, on va dire, sans contexte d'altération de l'état nutritionnel. On a la partie compliquée où on a la personne qui est, on va dire, malade au niveau, bien sûr, de son corps à cause de... On est bon ? De l'alcool, et finalement, à un moment donné, qui risque de s'altérer, de se dénutrir, de perdre du poids, de perdre de la masse musculaire, hein, puisque finalement, ça c'est le risque à un moment donné avec l'évolution de la maladie. Et là, nous, on prend en charge la dénutrition. Et quand on prend en charge la dénutrition, moi j'ai besoin d'énergie et de protéines pour la personne. Et là, finalement, j'ai le discours complètement inverse. Ce qu'il ne faut pas pour... on va dire, pour grossir, c'est ce qu'il faut pour prendre du poids, de l'autre côté. Hein. Donc, au niveau donc, ça va être plutôt les produits sucrés, ça va être plutôt des produits gras pour lutter contre la dénutrition. Mais là, cette partie, ce sera après le glissement avec, par exemple, on arrive sur un état où on a une greffe. La personne, elle a été dénutrie avant la greffe, on la prend en charge, on ne lui met pas trop de restrictions parce qu'on veut reprendre du poids, du muscle. Et puis après la greffe, le corps va mieux, mais elle continue avec ce même comportement. Et donc, comment faire pour revenir dans l'autre sens ? Voilà. On va mettre le relayage dans le service de dénutrition, comme ça, ça sera la sortie, ce sera pour vous, et puis il sera planqué. Les anorexiques sont très sensibles au message de santé publique de ne pas prendre de poids. Le diable est dans... là où on ne l'entend pas toujours. Il n'y a pas de solution parfaite. Ah non, il n'y a pas de solution parfaite. Voilà. C'est des solutions qui profitent au plus grand nombre, généralement. Merci.